Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir ici au Tigre Alexandra Golovanov. Bonjour Elodie. Bienvenue et ravie de t'accueillir. Alexandra, tu es à la fois maman, entrepreneuse et yogini et tu as choisi l'Iyengar comme discipline de prédilection et je suis ravie qu'on ait l'occasion d'en discuter ensemble avec nos auditeurs. Écoute, j'espère être à la hauteur de la discipline. Mais je pense que oui. Alors, petit retour sur ton parcours. Tu es née donc à Boulogne, tu as des origines russes, tu as même vécu à Moscou avec ton père. Tes parents étaient antiquaires et toi, tu suis des études de journalisme à Paris et tu gravis les échelons à grande vitesse, comme j'ai pu lire. Tu as enchaîné les émissions et on t'a surtout connu quand tu as fait exploser les audiences de Paris Première avec La mode, dont tout le monde se souvient qu'on a adoré. 15 ans de mode à la télévision. C'était un peu culte. Ah oui, c'était vraiment culte, ça l'est encore. Donc tu es journaliste, spécialiste en économie, en politique et en mode. Et en 2016, tu crées ta propre ligne de cachemire, Alexandra Golovanov Tricot. Tu te lances donc dans l'aventure entrepreneuriale. Et en même temps, ce qu'on sait moins, c'est que tu es passionnée de jardinage, tu es maman et tu es donc une vraie yogini. Et tu t'investis également pour de nombreuses causes comme SIDAction. Donc, tu as une vie bien remplie. Alors, j'ai une petite citation de BKS Iyengar qui disait « Veillez toujours à faire un peu plus que ce que vous pensez être possible. Alors seulement, les portes de l'esprit s'ouvriront. » Est-ce que c'est ta philosophie d'hyperactivité ? Alors, écoute, j'en ai une. Un de mes mantras à moi, peut-être qu'il est assez conciliable avec celui de BKS Iyengar, c'est « il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant ». Ah, c'est très joli. Voilà, c'est d'André Gide. Et donc, c'est l'idée que j'applique un peu dans absolument tous les domaines, c'est qu'on peut s'améliorer. Quel que soit le point de départ, on peut toujours faire un peu mieux, être un peu plus intelligent, un peu plus drôle, un peu plus gentil, un peu plus bienveillant, un peu meilleur cuisinier. Enfin, voilà, ça s'applique à absolument tout et on peut choisir chaque jour un peu dans quoi on va être meilleur. Ouais, on fait mieux. On fait mieux que la veille. Voilà, un peu mieux que la veille ou que l'année d'avant. En fait, il n'y a pas de... Voilà, c'est... Donc c'est une philosophie très yogi. Alors, comment s'est passée ta rencontre avec le yoga dans ce parcours assez riche qu'est le tien ? Alors, je crois que j'ai été relativement sportive toute ma vie. J'ai oublié de préciser que tu as fait beaucoup de danse classique. Voilà, en fait, je pense qu'à cause de la façon dont je me tenais enfant, c'est-à-dire extraordinairement cambrée, on m'a mis à la danse classique très très tôt. Sur les conseils d'un danseur à qui ma mère a dit « Regardez ma fille, qu'est-ce que je peux faire ?» J'avais tellement les fesses en arrière. Enfin, j'étais la Grace Jones de Good sur laquelle on peut poser un verre de champagne, quoi. Et avec un corps hyper laxe. Donc, on s'est dit, la danse classique, ça allait me redresser. Et donc, je suis partie comme ça, probablement à 3-4 ans. Pour 15 ans ou 20 ans de danse classique. Donc ça marque. Je pense que ça crée un cadre, on va dire, une exigence, une discipline. Je crois que j'ai beaucoup aimé la danse classique, mais comme tous les gens souples, très souples, c'est plus compliqué pour nous. Ça a des tas d'avantages, c'est parfois impressionnant, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Et notamment le fait que c'est très difficile d'avoir des muscles. En fait, Quand on travaille avec de la souplesse, on a beaucoup de mal à mobiliser des muscles et donc à renforcer les muscles. Et moi, j'avais des problèmes d'articulation. J'ai les tendons trop longs. C'est sûrement un truc génétique très russe. Et donc, je ne tiens pas bien mes articulations. Donc, il faudrait muscles pour ça. Et tu t'es blessée. Et en fait, je ne pouvais plus sauter à la danse. Donc, quand même, la danse classique, on saute. Et en fait, je souffrais trop. En fait, j'avais trop mal aux genoux. En fait, mes articulations se baladaient trop. Donc, il a fallu que je fasse d'autres choses. Et je crois que j'ai à peu près tout essayé. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du pilates, j'ai essayé de nager, je déteste ça, j'aime pas l'eau. Enfin bon, je crois que j'ai fait un peu tous les trucs à la mode. À chaque fois que ça sortait un nouveau truc, je le faisais et tout ça. Et puis bon...
Et en même temps, le yoga, je connaissais, mais sans aimer. Je détestais le yoga, en fait. J'aimais pas le décorum. J'aimais pas... ça correspond... Tous les Oui, codes en fait, un peu clichés du tous yoga. les codes clichés du yoga, le côté New Age. Alors que j'adore l'Inde. J'ai été en Inde assez jeune. Et peut-être qu'en Inde, ça me plaisait, mais rentrer à Paris, moins. J'aimais pas le côté un peu... on parle de tout ça il y a des années, hein. Le côté un peu babacool, le côté... Oui, je mange des graines, voilà, je mange pieds nus, j'ai les cheveux sales. Voilà, tout ça. Tous les codes, toutes les images de l'époque. Exactement. Et puis quand le Tigre a ouvert, Élodie, un peu grâce à toi, je suis venue ici, j'ai essayé des choses, j'ai fait beaucoup de barre au sol, parce que c'est ça aussi, c'est que quand on peut plus sauter, on peut plus faire des sauts de chat à la danse classique, on finit par terre, quoi. Et donc on fait de la barre au sol. J'ai fait de la barre au sol ici au Tigre, et puis donc dans un endroit où il y avait du yoga, et petit à petit, je sais plus, je crois que la prof de barre au sol est partie, s'installer ailleurs, donc je me suis dit, il y avait une prof de yoga qui faisait aussi de la barre au sol, donc je suis passée comme ça, je crois que c'est Carmen, ouais. Ou Myrto, pardon, Myrto, et qui faisait les deux, donc petit à petit, comme ça, j'ai mis un doigt dans le yoga, j'ai essayé différentes choses, en fait, ça me plaisait toujours pas, je comprenais pas, et puis un jour, j'ai rencontré le Iyengar, qui donc est une branche. Je dis toujours un peu que c'est la branche dure du yoga. On va dire que c'est la plus exigeante, plus méthodique. La plus méthodique, ou en tout cas la plus encadrée. Alors je vais te laisser d'ailleurs après expliquer ta vision de l'Iyengar. Oui, qui est peut-être différente de la tienne. Bon, en tout cas, c'est une pratique donc du Iyengar, c'est une branche du Iyengar, du yoga, pardon, qui est extrêmement théorisée, extrêmement encadré, avec tout a été intellectualisé, étudié, il y a des règles, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des écrits, enfin il y a à peu près tout ce qu'on peut imaginer pour une discipline comme ça, et disons que sa promesse, ou ça qui moi m'a intéressée, c'est une idée d'alignement et je veux pas dire médication, mais en fait, c'est à chaque cours de yoga, c'est un peu comme si on avait été chez un ostéo. Et que donc, avec une pratique régulière, on n'a même plus besoin d'aller chez l'ostéo, et les gens comme moi, donc, ont souvent besoin d'aller chez l'ostéo, parce que on est un peu chewing-gum, et on se déboîte, on se débloque, et puis on s'en aperçoit même pas, et on vit très bien avec, sauf que on s'abîme. Absolument. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore l'Iyengar, c'est exactement ce que tu as dit. Nous, on le décrit toujours quand on nous pose la question comme un yoga dans lequel on va chercher à aligner le corps dans l'espace. Et c'est vraiment inviter le corps à prendre sa place, à s'aligner et à ouvrir son espace dans l'espace. Donc c'est assez intéressant. Et effectivement, c'est un yoga qui est exigeant parce que tu l'as dit, c'est très méthodique, c'est extrêmement carré, c'est très précis. Il n'y a pas cette notion de flow, de musique, de quelque chose d'un peu presque dansant ou sensuel qu'on peut retrouver dans des pratiques plus fluides. Là, on n'est pas dans de la fluidité, on est vraiment dans un cadre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de douleurs de dos, d'épaules, de hanches, qui se soignent, ou en tout cas qui se font du bien et qui se soulagent, qui s'auto-soulagent avec le yoga Iyengar, qui a donc été créé par BKS Iyengar, qui descendait de la lignée de Krishnamacharya, qui était le cousin, le marié avec sa fille. Donc c'est vraiment un Indien pur souche qui a créé son école à Pune, en Inde. Donc on est vraiment dans une lignée de yoga très indien, occidentalisé, mais très indien. Voilà, c'était l'idée que, en fait, le yoga bien fait requiert peut-être des qualités physiques qu'on n'a pas tous. On a tous nos limitations. Moi, je suis souple, mais j'ai pas de force. Quelqu'un de raide pourra réaliser des postures merveilleusement
grâce à sa force, mais sera limité par ailleurs pour toucher ses pieds. Et donc BKS Iyengar, se disant qu'on n'est pas tous égaux, puisqu'on a tous des corps différents, et notamment les Indiens, qui ne sont pas du tout foutus comme nous, ils ne vivent pas dans le même climat. Donc l'Occident voulant s'emparer aussi du yoga, il fallait aider les Occidentaux à le pratiquer correctement. Et donc, il a théorisé tout ça en donnant des outils pour compenser tous les problèmes ou tous les schémas corporels différents. Voilà. Et donc, pour chaque schéma corporel, eh bien, quelque chose que vous ne pouvez pas faire tout bêtement comme toucher ses pieds, eh ben, c'est pas grave. On va vous dire, la question est de bien aller vers le sol plutôt que y aller à tout prix. Ouais. Et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. À travers ça, c'est aussi de combattre son ego, parce que souvent, on le voit en cours, l'ego, c'est quand même le pire ennemi du yogi, qui a décidé qu'il voulait toucher le sol, et quel que soit le chemin, il va y aller, quitte à se faire mal, parce que son mental a décidé qu'il devait toucher le sol. Exactement. Là, on va te dire, eh ben non. Ce qu'il faut, c'est tendre les jambes, étirer l'arrière de tes jambes, et donc, si tu ne plies pas les jambes et que tu ne peux pas toucher le sol, eh ben c'est pas grave, on va te donner des briques. Et s'il faut 1 brique, 2 briques, 3 briques, ça n'a aucune importance. Tu vas commencer comme ça, et puis tu vas avoir la satisfaction, ton ego sera récompensé sûrement à un moment, parce que tu vas enlever petit à petit des briques, et sûrement tu y arriveras. À toucher le sol. Donc on précise que c'est une pratique qui a entre autres particularité d'utiliser beaucoup de props, ce qu'on appelle des props, des outils, quoi. Voilà, donc des cordes, des chaises, des briques, des bolsters, des couvertures. Enfin voilà, c'est très. Des sangles. Et quelque part, on protège le corps aussi en l'aidant avec tous ces ajouts. Alors c'est drôle parce que comme c'est une pratique qui est quand même très clivante et très exigeante, je voulais te demander si c'était un choix rationnel ou un coup de cœur. Mais finalement, quand je t'écoute, c'est un peu les deux. C'est totalement les deux. D'abord, je trouve que c'est extraordinairement intelligent. Ouais. Et je trouve que c'est la tête et les jambes. L'Iyengar, c'est quelque chose qui s'adresse. C'est une jolie citation. Je vais peut-être la copier. Je la mettrai sur notre site pour décrire l'Iyengar. C'est le yoga de la tête et des jambes. Bah oui, parce que c'est intelligent. Ça fait appel à ton intelligence cérébrale, mais aussi à l'intelligence du corps. Ça fait appel à la mémoire du corps, parce que tu fais passer des messages à ton corps qui les apprend et qui t'aident et qui vont dans ton sens, puisque en fait, il t'accompagne, ton corps, il accompagne ton cerveau. Et petit à petit, en fait, je crois que c'est un yoga qui prend tout un peu à l'envers des autres yogas. C'est-à-dire qu'il va t'amener à plus de hauteur, plus de sagesse, et peut-être, ultimement, à la méditation, mais sans te dire « Attends, là, maintenant, tu t'assieds et tu médites ». En fait, c'est un chemin, et il t'amène à ça sans même que tu t'en rendes compte. Parce que, d'après BKS Iyengar, c'est le Graal, en fait, d'arriver à ça, à sortir de soi-même, à s'absenter de soi-même, à la méditation. La méditation, mais c'est quelque chose qui s'acquiert peut-être avec 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de pratique. En fait, c'est pas quelque chose, on n'appuie pas sur un bouton. C'est le plus difficile. Et donc, on commence par travailler avec notre corps, avec notre présence intellectuelle, cérébrale et l'équivalent de notre corps. Et puis, en fait, petit à petit, peut-être, on y arrive. Et j'aime beaucoup ce discours-là. Je trouve l'idée de laisser au corps et à l'esprit le temps de s'installer, de trouver le chemin vers le calme. En fait, c'est de la compréhension. Tout n'est pas donné comme ça. Ça demande un investissement personnel qui n'est pas non plus... Enfin, moi, je ne lis pas des livres, hein, mais à chaque cours, à chaque pratique, en fait, je comprends quelque chose. Mon cerveau chope un truc. Et j'aime bien qu'on fasse appel à mon cerveau, en fait. J'aime bien que... Est-ce que pour autant c'est accessible à tous ? Mais c'est complètement accessible à tous. Je trouve que la nouvelle génération de professeurs est formidable, parce que il y a toute une génération qui a été assez marquée. L'école française est assez dure, d'après ce que je perçois. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est la réputation. C'est la réputation. Et du coup, les professeurs ayant eu un apprentissage difficile, et ben peut-être aussi qu'ils transmettent ça.
quelque chose de un peu ardu. Mais là, il y a un peu un truc un peu différent. Tout le monde se détend. Il y a des professeurs qui viennent d'ailleurs. Je crois que l'école espagnole est aussi très connue et un peu plus cool. Et même dans d'autres villes de France, en fait, l'école de Paris est spéciale. Peut-être que l'école de Lyon est plus cool. Enfin, il y a une nouvelle génération, tout ça pour dire qu'il y a une nouvelle génération de professeurs d'Iyengar qui arrivent et qu'ils sont... je pense qu'ils aident les élèves à aborder ça plus facilement parce que il y a un discours, en fait, il y a un vocabulaire qui est légèrement abscon. En fait, on n'est pas tout à fait sûr de comprendre ce que demande le professeur, mais bon, ça fait aussi un peu partie du chemin. Mais la différence aujourd'hui, c'est que si on comprend pas, en fait, j'ai l'impression qu'on peut demander. Avant, ça ne se faisait pas trop. Maintenant, si on ne comprend pas, on peut demander au prof. Ok, est-ce que tu peux me l'expliquer autrement ou est-ce que tu peux... Je ne parle pas couramment le sanskrit. Est-ce que je peux avoir un sous-titre? Exactement. Voire même parce que les histoires de cheville intérieure et de cheville extérieure, de postérieure et antérieure, il y a des trucs parfois... Mais on ne comprend pas. On et comprend souvent, pas tout. On observe que les gens ne connaissent pas, non pas la proprioception et ne connaissent pas leur propre schéma corporel. Et quand on dit « est-ce que tu peux soulever la peau des genoux ?», ils ne sentent pas la peau des genoux. Parce qu'on n'a jamais considéré que la peau des genoux était quelque chose qui était soulevable. Enfin, c'est la peau des genoux. Jusqu'à Iyengar. Jusqu'à Iyengar, voilà. Donc, mais en même temps, ça fait partie du truc et ça fait partie aussi des grandes satisfactions qu'on a en Iyengar, c'est que par moment, tout d'un coup, on comprend quelque chose. Et voilà. Et je dirais que c'est juste ça, la petite difficulté d'entrer dedans. C'est que il faut y aller en se disant, OK, peut-être je vais pas tout comprendre tout de suite, mais c'est pas grave. Il faut accepter. Et c'est pas grave, en fait, voilà. Alors, il y a un autre cadeau de l'Iyengar, d'après BKS Iyengar. Je vais te lire cette phrase. « Le yoga vous permet de trouver un nouveau type de liberté dont vous n'aviez même pas conscience. » Est-ce que toi, tu l'as ressenti? Est-ce que tu avais une quête de liberté par rapport à ta vie d'avant, par rapport à l'image publique aussi qui peut être parfois emprisonnante? Et est-ce que tu as ressenti ce cadeau du yoga qui est finalement de se séparer des injonctions de la vie et de se mettre à une meilleure distance? Alors moi, je crois que j'ai toujours été guidée par ça, par la liberté. Tous mes choix de vie et professionnels ont toujours été empreints de liberté. Je ne suis pas quelqu'un qu'on a pu enfermer ou pu mettre dans une case ni dans une boîte, donc avec tous les risques que ça comporte. Je crois que je n'ai quasiment jamais été salariée de ma vie. Quand je faisais de la télévision, c'était des contrats de saison renouvelables, on l'espère, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, donc j'ai toujours vécu un peu comme un oiseau sur sa branche, sans filet. Donc voilà, la liberté, c'était et c'est toujours absolument essentiel. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fini par comprendre que le yoga pouvait accompagner aussi ça et me donner... comment dire, encore plus d'atouts, encore plus d'accompagnement dans ta... En fait, ce dont je me suis aperçue, alors je ne sais pas à quel moment, ou est-ce que c'est a posteriori que je dis ça, hein, peut-être, c'est que moi j'ai besoin d'être en forme, j'ai besoin de mon corps, j'ai besoin de mon esprit, j'ai besoin de mon intelligence et j'ai besoin de mon énergie. Et j'ai besoin de tout ça le plus souvent possible. Bon, alors après, vous écoutez, vous direz, bah oui, bah moi aussi. Exactement. C'est exactement là que je veux en venir. C'est qu'en fait, on a tous besoin de tout ça. Et donc, peut-être que le côté public, photo, image, tout ça, fait qu'en fait, je pense aussi mon caractère russe et ma formation classique, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui est dans le laisser-aller, en fait. Je peux avoir des moments de down, mais je préfère toujours prendre les choses en main. C'est ma façon de... Le cadre, installer un cadre ou accepter un cadre. Oui, ou en tout cas, ou même le cadre, il peut changer, c'est pas la question, mais être acteur de mon cadre et pas être l'objet de mon cadre. Et donc dans cette idée de liberté qui peut être flippante, mais si tu la mets dans un cadre, tout de suite, elle va mieux. Enfin, comment dire, tu t'en arranges. Parce que trop de liberté, ça peut être angoissant aussi. Donc, le yoga,
je trouve, correspond assez bien, enfin, et le Iyengar en tout cas, correspond assez bien à tout ça. Et donc, quand on a posé tout ça, ok, liberté, ok, être bien à l'intérieur de soi, aussi bien dans sa tête que dans son corps, en fait, ça aide énormément pour la vie quotidienne, pour appréhender les difficultés, mais aussi les excitations, les grands bonheurs. Enfin, je trouve que... Et je compare un peu maintenant mon corps ou mon être un peu à une maison, à ma maison. Et d'ailleurs, je prends grand soin de ma maison parce que j'y vis, parce que j'aime y entrer, parce que je veux que ce soit un plaisir de rentrer chez moi et pas le contraire. Enfin, je veux que ce soit harmonieux. Et donc, pourquoi est-ce que je ne me traiterais pas, ou mon corps, exactement juste. J'espère que tout le monde va entendre ce message. C'est tellement important de dire ça en disant pourquoi. Mais tu sais, moi, souvent, par exemple, ça me choque d'entendre des personnes qui t'expliquent que oui, la nourriture bio, les légumes de saison, tout ça, c'est très bien, mais ça coûte beaucoup plus cher, mais qui, en revanche, vont avoir des vêtements de prix, des bijoux de luxe, etc. Et je dis, mais... comment est-ce qu'on peut dépenser autant d'argent, ou en tout cas faire des arbitrages de budget pour ce qu'on met en dehors du corps et pas ce qu'on met à l'intérieur du corps. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur qui compte. Et alors, on est de plus en plus, le temps fait bien les choses et les médias font bien les choses, et on est très aidé par toute cette nouvelle logique de vie qui invite les gens à se préoccuper de la beauté intérieure qui se voit à l'extérieur. Tout ça fonctionne très bien. Voilà, et on commence à le savoir. Mais c'est vrai que j'adore ta phrase de dire, mais on prend soin de notre maison, prenons soin de notre corps, c'est notre première maison, finalement. C'est ce qu'on habite avant d'habiter le reste, c'est notre corps. Et donc, pour boucler un peu ta question sur la liberté, le Iyengar veut te donner beaucoup de liberté avec ton corps, c'est-à-dire... une liberté des articulations, mais surtout donner plus de place à tes organes à l'intérieur, parce que tu vas, par tous ces exercices, leur donner de la place et donc de la liberté. Idéalement, plus rien dans ton corps n'est contraint. Tout fonctionne au mieux, vraiment comme de la plomberie, enfin tous les échanges. À l'intérieur de ton corps, tout circule. Et tout est... voilà. Tout est libre, tout... je sais pas comment dire ça mieux, mais moi, c'est ce que je ressens à la fin de chaque pratique, c'est que je me sens plus libre. Voilà, à l'intérieur, à l'extérieur, dans ma tête, dans mon corps, dans mes organes, dans mon énergie. Donc voilà, comment vous dire, mettez-vous à Iyengar. Tu as dit, selon moi, le vrai luxe, c'est le temps, la nature et l'espace. C'est un peu ta citation. Ah ouais. Finalement, ça fonctionne aussi très bien avec l'Iyengar. Ça répond à ça, à cette idée de nature, d'espace, de liberté. Bah oui, absolument en fait. Ouais. Le temps, le temps, il passe. Hein, c'est... Parce qu'en Iyengar, il faut prendre son temps. Alors, justement. C'est une pratique temps. dans laquelle on est quand même invité à se poser, à s'installer. C'est de la vie de certains, c'est lent. Alors non, c'est pas lent. Enfin, c'est lent, c'est-à-dire que on ralentit le temps. Non, mais vu de l'extérieur, ça a l'air lent parce que ça bouge pas à toute vitesse. Mais c'est tellement difficile. C'est-à-dire qu'on sort beaucoup plus, et réénergisé, mais on peut sortir avec des courbatures, les jambes qui tremblent. C'est-à-dire que c'est, d'un point de vue strictement physique et musculaire, extraordinairement difficile. Vraiment très, très, très difficile. On peut transpirer horriblement. Mais vous vous souvenez, elle a dit que c'était accessible à tous. Hein. On est tous d'accord. Mais en fait tout dépend de ce que l'énergie et la compréhension et l'intensité qu'on veut y mettre. Ça dépend. Mais si on fait vraiment tout bien, c'est très, 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 très difficile. Alors, comment s'organise aujourd'hui, justement, ton agenda ? Tu es chef d'entreprise, on sait à quel point ça consomme du temps. Tu as ouvert des lieux, on sait aussi à quel point tout ça est très chronophage. Tu es maman, tu as un chien. Et un chat. Et tu as une vie encore très remplie, tu t'investis beaucoup. Et puis, il y a cette part de toi qui considère que se donner du temps pour soi, pour son corps, c'est important.
Et ouais, je ça, trouve c'est la que part c'est important de le dire et négociable. d'expliquer comment tu structures ton temps pour pouvoir t'octroyer ce temps non négociable pour toi. Alors ouais, ça c'est le truc non négociable parce que j'ai l'impression que si je le fais pas, je peux pas faire le reste. Et que par ailleurs, le cerveau humain fait bien les choses parce que c'est aussi quand tu te vides la tête parce que tu es en train de faire une pratique de yoga qui te monopolise ton énergie, tes muscles, ta présence, ton cerveau, car vraiment c'est ça, ne serait-ce que pour essayer de comprendre et réaliser ce qu'on te demande de faire, on ne peut pas être à moitié. Donc c'est en ça aussi peut-être qu'on arrive à se vider la tête. Mais en fond de tâche, derrière, il se passe des trucs. Et ça me permet de fonctionner mieux, d'avoir des meilleures idées, de trouver des solutions, de régler les problèmes, parce que j'ai fait ma pratique. Alors, il y a aussi ce que tu disais sur le Iyengar. C'est vrai que c'est une pratique exigeante qui demande du temps, dans le temps de comprendre, mais c'est aussi une pratique qui est plus longue que les autres. Parce qu'un cours normal de Iyengar, ça prend plutôt 1h30. Bon, alors peut-être qu'on arrive à le gérer en 1 heure, mais un vrai cours de Iyengar, c'est 1h30. Et donc, comment caser ça je le mets dans mon agenda, en fait. C'est ça ou un autre rendez-vous. Donc... sans culpabilité, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de personnes, dans les personnes qui nous écoutent, et souvent des femmes, mais pas que, mais qui nous disent « Ah oui, mais moi, j'ai pas le temps. » Moi, je dis toujours « Mais le temps, ça se prend. Le temps, on va pas te le donner. Personne va te dire « Tiens, ma chérie, si tu faisais ton cours de yoga, je vais m'occuper du reste. » Exactement. Et il y a un peu cette chape de culpabilité qu'on se colle dès qu'on prend du temps pour soi. Et c'est pas... Et tu vois, j'aimerais tellement réussir à convaincre tout le monde que il faut prendre ce temps. Il n'y a pas à culpabiliser. On se le doit à soi-même. Mais oui, quand même, je crois que se prendre, je sais pas, 1 heure ou 1h30 par semaine pour commencer, ça doit être gérable pour quand même une grande partie de nos congénères, quoi. Après, une fois de temps en temps, tu peux pas, c'est pas grave. Mais il faut arriver quand même à le faire, peut-être une fois dans le week-end. Et dans ton aventure entrepreneuriale, ça a bousculé toute ton organisation de vie ? Non, pas du tout. Tu te sens pas prisonnière de cette... Non, mais j'ai toujours fait plein de choses. C'était ça ou autre chose. Enfin, je sais pas, c'est juste, c'est comme ça. Et voilà, il y a d'autres choses que je fais pas. Je fais beaucoup moins de shopping, par exemple. Mais en même temps, j'ai plus besoin d'en faire vraiment. C'est fini. La mode. Non, mais bon, voilà, c'est vrai que le temps n'est pas extensible à l'infini et que on veut aussi voir nos enfants, on veut aussi voir nos amis, on veut aller de temps en temps au cinéma ou au resto. On doit travailler, on veut se reposer. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Mais voilà, on arbitre. Alors, tu sais, dans ces conversations du tigre, on essaye toujours d'expliquer que le yoga est un art de vivre, au-delà d'être une pratique physique. C'était d'ailleurs historiquement, par rapport aux visites du gouvernement français, c'était même un art d'agrément, ce qui m'amuse toujours. Et dans cet art de vivre, il y a des valeurs de partage, des valeurs de respect de son corps, respect de la nature, de l'écologie. Est-ce que toi, tu as le sentiment que le fait d'avoir fait rentrer le yoga dans ta vie il y a quelques années, ça a fait changer tes valeurs ou ton rapport à l'éducation, à la nature, à l'entreprise ? Est-ce que certaines valeurs du yoga, tu les partages, par exemple, avec tes collaborateurs ? Non, alors très très honnêtement, je crois pas. Je pense que moi... Enfin, je devais être porteuse déjà de tout ça avant. Je sais pas, dans ma famille, je sais pas, je jardine depuis que je sais marcher, je pense. On m'a mis au jardin très très tôt. J'ai toujours jardiné avec ma grand-mère, avec ma mère, toujours été quand même proche de la nature, tout en étant très citadine, mais avec quand même un vrai truc, quoi. Les fleurs, enfin, tout ça, ça me parle, les arbres... depuis très longtemps, faire attention, ne pas gaspiller. Je pense que j'ai grandi dans une famille comme ça, où on se laissait des petits mots, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable. On laissait des petits mots pour dire aux parents ce qu'on faisait, où on était. Donc dans l'entrée, il y avait, et on utilisait toujours le dos des enveloppes. C'est-à-dire qu'une enveloppe, un courrier était reçu,
Le courrier était aussi. lu, l'enveloppe servait à plusieurs petits mots. C'est Recto, drôle, nous aussi, on faisait verso, ça. voilà. Je veux dire, on ne gâche pas, quoi. On ne gâche pas, même pas Oui, donc une tu enveloppe. sens que tu avais déjà ces valeurs-là, finalement. Ouais, le système D, le recyclage, l'upcycling. Mes parents sont antiquaires. Enfin, c'est un truc qu'on fait comme on respire C'est vrai que depuis qu'on c'est est le plus né, vieux quoi. métier d'upcycling Upcycling, qui puisse exactement. exister. On répare, On oublie. on décape, on donne des deuxième, 10e, 20e vie aux choses. Donc, non, je pense que voilà, ça collait déjà très très bien avec ce que je suis. Donc, c'est plutôt. Finalement, le yoga, vous vous êtes trouvés, le yoga et toi, mais c'était un peu une rencontre évidente. Totalement. Alors, j'aime bien toujours conclure ces entretiens par une question, un conseil que tu pourrais donner. On a beaucoup parlé l'année dernière de désorientation. Les personnes étaient un peu perdues par ces repères spatio-temporels complètement annihilés par la crise, le Covid. On ne savait plus où est-ce qu'on avait le droit d'aller, où, quand, comment. Encore maintenant, on sent bien qu'on ne sait pas trop ce qu'on a le droit de faire, pas de faire. Et le cerveau humain n'est pas fait pour gérer de tels niveaux d'incertitude. Et on a vraiment senti que les gens étaient désaxés ou avaient du mal à se replacer sur ces repères spatio-temporels précis et bien organisés. Toi qui, au contraire, est très carré, cadré, organisé, et on sent qu'il y a une vraie maîtrise de ton agenda, quels conseils tu peux donner pour des personnes qui pourraient ressentir ça, se sentir un peu déphasées et sans savoir très bien vers où aller, quoi, quand, comment? Oula. Je dirais que cadré, mais souple. Enfermé, mais ouvert. Faut faire le nécessaire, mais si on saute le truc, c'est pas si grave. Je pense que on fait toujours de notre mieux, en fait. Voilà, c'est pas toujours... Être tolérant avec soi-même. Ouais, tolérant, mais exigeant. Parce que trop de tolérance, ça va pas non plus. C'est ton côté russe. Ouais, non, mais voilà, c'est je sais pas, moi. Non, mais enfin, voilà. Non, mais je comprends ce que tu as, c'est de s'autoriser, se mettre un cadre, mais s'autoriser à le faire de façon douce. Voilà, je pense qu'il faut être quand même sympa avec soi-même, mais pas non plus trop sympa, parce que si on est trop sympa et qu'on se pardonne tout, on fait plus rien. C'est un très bon conseil et j'espère que ça va résonner pour vous. Un petit mot pour les personnes qui veulent te retrouver. Où est-ce qu'on peut trouver les tricots d'Alexandra? Les tricots, où est-ce qu'on peut te voir? L'actu sur laquelle on peut te suivre pour 2022? Ou les projets 2022? Oh là là, il y en a beaucoup. Les tricots, vous pouvez les retrouver sur notre site, dans nos boutiques. Donc, Ils sont très beaux. Hein, ouais, voilà. C'est aussi des choses que je fais pour apprendre à mieux s'aimer. Un peu tout. Voilà. On peut se cajoler soi-même. On peut se faire un câlin. Et si c'est un cachemire, c'est toujours plus agréable. Voilà. Je vais pas faire ma promo là. Non, mais tu peux nous dire juste 2022, est-ce qu'il y a beaucoup de projets? C'est une grosse année qui s'annonce. Énormément de projets. Énorme année. Ouais. Voilà, à suivre. Bon, alors, on te suivra. Merci beaucoup, Alexandra, d'être venue partager cette conversation du tigre. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous regarder ou nous écouter sur toutes les chaînes de podcast. Et j'espère que ce sujet sur l'Iyengar vous a plu et surtout vous a donné envie de pratiquer et toujours de prendre soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci à tous.